Et nous voici au 3e épisode de notre série sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Celui-ci va concerner la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, à la fois sur le versant médicamenteux et non médicamenteux. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut bien distinguer deux entités très différentes que sont l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou modérément altérée, inférieure à 50%, et l'entité d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, supérieure à 50%, puisque le profil de patient, les causes, les traitements et le pronostic de ces deux entités sont tout à fait distinctes. Pour commencer, nous allons aborder les traitements médicamenteux de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Les médicaments de première ligne de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée s'articulent autour de 4 grandes classes thérapeutiques que l'on appelle entre nous 4 fantastiques. Il y a d'abord les bêta-bloquants, puis les inhibiteurs de l'enzyme de conversion antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, plus ou moins associés à un inhibiteur de la néprilésine, sous la forme d'association sacubitril/valsartan avec le nom commercial d'Entresto. La 3e classe correspond aux glyphosines et la 4e classe aux antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Ces 4 classes thérapeutiques ont montré une baisse des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et une baisse de la mortalité cardiovasculaire contre placebo. En cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée, c'est-à-dire entre 40 et 50%, ces 4 classes sont recommandées, mais avec un plus faible niveau de preuve, 2B, que lorsque la FEVG est sévèrement altérée, inférieure à 40%, en classe 1A. À ces 4 fantastiques vont s'associer de façon variable en fonction des signes congestifs et de l'examen clinique, des posologies variables de diurétique de l'anse, furosémide ou bumétanide. Les contre-indications aux bêta-bloquants sont la bradycardie sévère, l'asthme du fait du risque de bronchospasme, le phénomène de Raynaud, c'est-à-dire ce phénomène de refroidissement et décoloration en particulier des doigts au froid, le phreumocytome non traité et l'artériopathie sévère des membres inférieurs. Les bêta-bloquants interagissent avec les inhibiteurs calciques bradicardisants, diltiazem et verapamil, les inhibiteurs de la monoamine oxydase et les médicaments contenant de la clonidine. Leur association est donc déconseillée, voire contre-indiquée. Les effets secondaires des bêta-bloquants dont il faut prévenir les patients sont une fatigabilité, une hypotension, des bradycardies, une sensation de refroidissement des mains et des pieds pouvant aller jusqu'aux rénaux, des troubles digestifs, une dysfonction érectile et une éventuelle aggravation d'un psoriasis. Pour débuter ou titrer un traitement par bêta-bloquant, il faut que la pression artérielle systolique soit supérieure à 100 mm de mercure et que la fréquence cardiaque soit supérieure à 55 par minute. La surveillance sous traitement est avant tout une surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Il n'y a pas de surveillance biologique nécessaire pour les bêta-bloquants. Il faut considérer la réduction de dose en cas d'effet secondaire, bien évidemment, en cas de bradycardie symptomatique ou d'hypotension symptomatique. Une hypotension asymptomatique doit être tolérée. Concernant la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2 avec association plus ou moins avec inhibiteurs de la néprilésine sous forme de l'association sacubitril/valsartan non commercial Entresto. Donc je vous ai indiqué les différents types de molécules avec la posologie de base et la posologie cible comme pour les bêta-bloquants. À noter que
l'association sacubitril/valsartan a une seule indication, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Donc, si vous voyez une ordonnance avec une prescription d'Entresto, vous pouvez être certain que le patient a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 50%. Cette classe médicamenteuse est contre-indiquée en cas de sténose des artères rénales, car leur instauration peut aggraver la fonction rénale. En cas d'angioedème connu à ce type de traitement, en cas d'insuffisance rénale terminale ou en cas d'insuffisance hépatique sévère. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs l'angiotensine 2 interagissent avec les médicaments contenant de la lyskyrène et donc leur association est contre-indiquée. Leurs effets secondaires les plus fréquents sont une toux sèche sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui peuvent être donc switchés par des antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, une hypotension, des hyperkaliémies, une insuffisance rénale aiguë et l'angioedème. Il faut que certaines conditions soient respectées pour débuter ou titrer cette classe médicamenteuse, à savoir une pression artérielle systolique supérieure à 100 mm de mercure, une clairance de la créatinine supérieure à 30 et une kaliémie inférieure à 5,4 mmol par litre. Chose à savoir, lorsque l'on switch un inhibiteur de l'enzyme de conversion vers l'Entresto, il faut un washout de 36 heures entre l'arrêt de l'IEC et l'instauration de l'Entresto, pour ne pas avoir de chevauchement entre ces deux molécules. La surveillance s'effectue sur la prise de pression artérielle. La surveillance biologique comprend la créatininémie et la kaliémie. Ces traitements peuvent être titrés toutes les 2 à 4 semaines. À savoir également que le NT-proBNP n'est pas interprétable sous Entresto. Il faut considérer la réduction de dose donc en cas d'hypotension uniquement lorsqu'elle est symptomatique, en cas d'hyperkaliémie avec une kaliémie supérieure à 5,4 mmol par litre, en cas d'augmentation de plus de 30% de la créatinine dans les 4 semaines suivant l'initiation. Les troisièmes fantastiques sont les glyphosines avec 2 molécules, la dapagliflozine et l'empagliflozine, qui sont prescrites à une seule posologie de 10 mg et qui ne nécessitent donc pas de titration, contrairement aux 2 classes vues précédemment. Les glyphosines sont contre-indiquées dans le diabète de type 1 devant le risque d'acidocétose diabétique qu'elles engendrent. Elles sont également contre-indiquées en cas de clairance de la créatinine inférieure à 25 ou en cas d'insuffisance hépatique sévère. Les glyphosines nécessitent une précaution d'emploi lorsqu'elles sont utilisées en association avec les diurétiques, l'insuline et les insulinosécrétants. Les effets secondaires potentiels sont une hypoglycémie en association avec l'insuline, un rash cutané, une polyurie, une augmentation de la créatinine et assez fréquemment des infections urogénitales invalidantes. Les conditions pour débuter une glyphosine sont une pression artérielle systolique supérieure à 100 mm de mercure, une clairance de la créatinine supérieure à 25. La surveillance comprend la surveillance de la tension, de la créatinine, un contrôle glycémique chez les diabétiques et la recherche éventuelle d'infections génitales. Il est préconisé de réaliser un ECBU en cas de symptômes et ensuite de traiter en probabiliste par ciprofloxacine. Il faut considérer l'arrêt de traitement en cas d'hypotension orthostatique symptomatique uniquement ou en cas d'augmentation de plus de 30% de la créatinine dans les 4 semaines suivant l'instauration et enfin en cas d'infection urogénitale récurrente invalidante. Il faut également penser à arrêter les glyphosines 3 jours avant une intervention programmée. Et enfin, les derniers fantastiques sont les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes avec 2 molécules, l'éplérénone et la spironolactone, qui peuvent être prescrits à 25
ou 50 mg, ou également débuter à 12,5 mg en cas de risque d'insuffisance rénale ou d'hyperkaliémie. La prescription d'antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes est contre-indiquée en cas d'hyperkaliémie, en cas de clairance de la créatinine inférieure à 30 ou en cas d'insuffisance hépatique sévère. Ces traitements interagissent et sont donc contre-indiqués en association avec le lithium, les autres diurétiques épargneurs de potassium, les immunosuppresseurs au type de cyclosporine ou tacrolimus, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antifongiques azolés et les antirétroviraux. En cas de nécessité de prescription associée, il faudra, avec les antirétroviraux ou les antifongiques, il faudra privilégier la spironolactone à l'éplérénone. Les effets secondaires de ces traitements sont donc l'hyperkaliémie, les troubles digestifs, l'hypotension et l'insuffisance rénale. Les conditions pour débuter ou titrer le traitement sont une pression artérielle systolique supérieure à 100 mm de mercure, une clairance de créatinine supérieure à 30, une kaliémie inférieure à 5,4 mmol par litre. Il faudra surveiller la fonction rénale, la kaliémie. La titration est possible toutes les 4 à 8 semaines. Il faut également surveiller l'absence de survenue d'hypotension orthostatique symptomatique. On peut considérer la réduction de dose ou l'arrêt en cas d'hypotension orthostatique uniquement symptomatique, en cas d'hyperkaliémie ou en cas d'augmentation de plus de 30% de la créatinine dans les 4 semaines. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des 4 classes thérapeutiques recommandées dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou modérément altérée. Mais il faut maintenant définir dans quel ordre et suivant quelles étapes on va introduire ces 4 classes. Le principe de la titration est un principe fondamental qu'il faut savoir expliquer aux patients. Cette titration permet d'améliorer la tolérance au traitement en surveillant par étapes et régulièrement la tolérance clinique par la pression artérielle et la fréquence cardiaque et la tolérance rénale. La dose maximale de chacune de ces molécules est une posologie théorique et on parle plutôt de dose maximale tolérée qui est très variable selon les patients. Cette titration permet d'obtenir le bénéfice thérapeutique maximal avec le moins de complications possible. Il faut donc expliquer aux patients que les ordonnances vont être amenées à être modifiées régulièrement, en particulier dans les premières semaines et mois après la découverte de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et qu'on essaiera toujours de tendre vers la plus grosse dose, la dose optimale de chacune des molécules prescrites. Mais comment titrer les 4 classes en pratique ? Il est recommandé d'avoir introduit ces 4 classes dans le mois suivant le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. En pratique, il faut commencer par des petites doses de bêta-bloquants et d'Entresto. Puis, dans les 2 à 4 semaines, introduire glyphosine et anti-aldostérone. Et enfin, augmenter les doses de bêta-bloquants et d'Entresto au fil du temps jusqu'aux doses recommandées ou maximales tolérées. La titration doit se faire tous les 15 jours en fonction de 5 paramètres: la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fonction rénale et la kaliémie, l'existence ou non d'une fibrillation atriale et les signes congestifs. Nous proposons au CHU de Tours des consultations qui permettent une titration régulière, chose qui peut difficilement être assurée à l'heure actuelle par les cardiologues de ville, et qui est proposée pour les patients avec insuffisance cardiaque avancée et âgés de moins de 65 ans, chez lesquels il peut être envisagé un projet de greffe éventuel. Les consultations ont lieu toutes les 2 à 3 semaines en présence d'un médecin et d'une infirmière de pratique avancée spécialisée dans l'insuffisance cardiaque. Après titration, les patients sont réadressés
à leur cardiologue traitant. Il y a de nombreux algorithmes qui ont été proposés dans la littérature pour la titration de ces 4 classes thérapeutiques, notamment celui de Rosano et al. En 2021 qui vous est présenté ici, que je ne vais bien sûr pas détailler, mais qui montre que la titration se fait en fonction des 5 paramètres: pression artérielle, fréquence cardiaque, fonction rénale et kaliémie, existence ou non d'une fibrillation atriale et signes congestifs. Les médicaments de seconde ligne dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée sont l'ivabradine, qui permettent de ralentir la fréquence cardiaque par le blocage du canal IF dans le nœud sinusal, qui n'a donc un intérêt que lorsque le rythme est régulier, sinusal, et que la fréquence cardiaque reste supérieure à 70 par minute malgré des bêta-bloquants à dose optimale. Il y a également la digoxine qui peut être intéressante en cas de fibrillation atriale rapide. Il faut également prendre en charge la carence martiale. La prévalence de la carence martiale chez l'insuffisant cardiaque est de 30 à 50%. Il faut donc la rechercher systématiquement, puisque cette carence martiale et l'anémie qu'elle peut provoquer est un marqueur de sévérité de l'insuffisance cardiaque et peut aggraver les symptômes. En cas de carence martiale, une supplémentation par fer par voie injectable est recommandée en administration hospitalière car risque de réaction anaphylactique avec une perfusion intraveineuse de 15 minutes. Nous allons donc parler maintenant des médicaments de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, soit supérieure à 50%. 2 classes seulement sont recommandées dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, les diurétiques de Lens et les glyphosines. Les autres traitements n'ont pas démontré leur efficacité et ne sont donc pas recommandés. Il faut surtout prendre en charge les comorbidités et les facteurs de risque cardiovasculaire, puisque ce sont eux qui vont conditionner le pronostic et la survie de ces patients. En plus des traitements communs de l'insuffisance cardiaque dont nous venons de parler, il existe également des traitements spécifiques à certaines causes de cardiopathie. En cas de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire d'atteinte des coronaires, peuvent être prescrits en plus des traitements déjà cités, les antiagrégants plaquettaires et les traitements hypolipémiants, dont les statines. En cas d'étiologie rythmique, en particulier en cas de fibrillation atriale, les antiarythmiques autorisés sont l'amiodarone en cas de cardiopathie ischémique à fraction d'éjection altérée ou cardiopathie non ischémique, le sotalol en cas de cardiopathie ischémique à fraction d'éjection préservée, également la digoxine dont nous avons déjà parlé, et les anticoagulants oraux, AVK ou AOD, maintenant de préférence si la fonction rénale le permet. Un certain nombre de traitements sont contre-indiqués ou déconseillés en cas d'insuffisance cardiaque. Ce sont les inhibiteurs calciques bradycardisants, verapamil et diltiazem, les antiarythmiques de classe 1 tels que la flécaïne, la triple association inhibiteur de l'enzyme de conversion, antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2 et anti-aldostérone, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. Pour terminer, nous allons parler de la prise en charge non médicamenteuse de l'insuffisance cardiaque, qui est un volet indispensable au traitement de ces patients. Le traitement électrique peut être recommandé dans certaines situations. D'une part, donc, possibilité d'implanter un défibrillateur qui permet de prévenir la mort subite en délivrant une stimulation antitachycardique et si celle-ci est inefficace, peut aller jusqu'au choc électrique interne en cas de survenue de troubles du rythme ventriculaire. Le défibrillateur est très important
notamment en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, puisque un patient sur 2 ou 3 avec ce type d'insuffisance cardiaque décédera de mort subite. Et d'autre part, on a leur resynchronisation cardiaque avec un stimulateur ou un défibrillateur biventriculaire, c'est-à-dire qu'il y a une sonde pour stimuler le ventricule droit, une sonde pour stimuler le ventricule gauche, et qui permet de corriger l'asynchronisme cardiaque qui est fréquent dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et ainsi permet d'améliorer la performance cardiaque globale. Il existe d'autres traitements interventionnels spécifiques en fonction de la cause d'insuffisance cardiaque, les ablations d'arythmie, la revascularisation myocardique que ce soit par stent ou par pontage, les prises en charge chirurgicales ou percutanées, c'est-à-dire par voie endovasculaire de valvulopathie. Et puis, dans les cas d'insuffisance cardiaque très avancée, chez des patients jeunes, en général de moins de 65 ans, peuvent être envisagées la greffe ou l'assistance cardiaque, mono ou biventriculaire. Vous avez ici représenté l'assistance monoventriculaire VG HeartMate en bas à gauche. Il faut également penser à traiter les comorbidités de l'insuffisance cardiaque que sont la carence en fer, l'anémie, les dysthyroïdies, le syndrome d'apnée du sommeil, les dyslipidémies, l'insuffisance rénale et la dépression, avec l'importance de l'accompagnement psychologique. Tous ces éléments doivent être pris en charge car ce sont des facteurs aggravants de l'insuffisance cardiaque et ils grèvent le pronostic des patients. En plus des traitements médicamenteux, non médicamenteux, interventionnels spécifiques et en plus de la prise en charge des comorbidités, c'est une vraie adaptation du mode de vie qui est nécessaire puisque l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique. Il y a bien évidemment la prise en charge nutritionnelle qui est déterminante avec une alimentation pauvre en sel, 4 à 6 grammes de sel par jour, équilibrée par ailleurs, l'arrêt du tabac, la limitation de la consommation d'alcool, la poursuite d'une activité physique régulière en endurance, au moins 30 minutes par jour, l'importance également de la réadaptation cardiovasculaire avec 2 centres dans la région, le centre Bois-Gibert à Ballin-Miré et l'Institut médical de Sologne à la Motte-Beuvron, puisque les études ont montré que la réadaptation cardiovasculaire améliorait la tolérance à l'effort, la qualité de vie, le nombre d'hospitalisations pour diminuer le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque et réduirait également la mortalité. On peut également inclure le patient dans un programme d'éducation thérapeutique pour qu'il devienne acteur de sa maladie chronique, qu'il puisse comprendre exactement sa maladie et se prendre en charge. Il existe également des suivis insuffisance cardiaque par des infirmières libérales aidées d'un médecin généraliste dans le cadre du PRADO, et également des dispositifs de télécardiologie et de balance connectée qui peuvent être proposés aux patients. Pour finir, je voulais aborder 2 situations particulières qui peuvent poser problème, notamment l'hypotension et que peut-on tolérer vis-à-vis des traitements. Donc tout d'abord, tous les traitements de l'insuffisance cardiaque, sauf l'ivabradine, sont hypotenseurs. Donc, il faut considérer que c'est tout à fait normal que les patients aient une tension plus basse sous ces traitements. Si la pression artérielle systolique est inférieure à 90 mm de mercure, la première étape va être de chercher et d'arrêter tous les traitements hypotenseurs qui sont non cardioprotecteurs, parce qu'on s'aperçoit que certains patients restent sous amlodipine alors qu'ils ont un traitement cardioprotecteur débuté qui va être hypotenseur, et donc on préfère privilégier les médicaments cardioprotecteurs à ceux qui n'ont aucun effet de ce côté-là. Donc il faut arrêter les inhibiteurs calciques, les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux. La deuxième étape, si l'hypotension est persistante, est de savoir si l'hypotension est symptomatique. Une hypotension asymptomatique doit être tolérée et ne doit pas engendrer de modification de traitement.
Si l'hypotension est symptomatique, et notamment en cas d'hypotension orthostatique invalidante par exemple, il faut avant tout rechercher des signes de gravité, à savoir des signes de choc. Donc des signes de bas débit cérébraux, une confusion, des signes de bas débit digestif, des douleurs abdominales, des signes d'hypoperfusion périphérique avec des marbrures, une froideur des extrémités. En l'absence de ces signes de gravité, il faut également regarder s'il y a des signes congestifs. S'il n'y a pas de signes congestifs, il faut diminuer la dose de diurétique de moitié. S'il y a des signes congestifs, il ne faut pas diminuer les diurétiques, mais plutôt diminuer la dose d'IEC ou d'entrestan en prescrivant la dose antérieure et revoir le patient à 15 jours. La deuxième situation particulière est celle de l'insuffisance rénale et de savoir ce que l'on peut tolérer vis-à-vis des traitements. D'abord, l'association est très fréquente entre insuffisance cardiaque et insuffisance rénale, puisqu'un tiers des patients insuffisants cardiaques ont une insuffisance rénale. Et cela parce que insuffisance rénale et insuffisance cardiaque partagent les mêmes facteurs de risque, diabète, hypertension, etc. L'insuffisance rénale peut aggraver la fonction cardiovasculaire en provoquant de l'hypertension artérielle et des calcifications vasculaires. De même, l'insuffisance cardiaque peut aggraver la fonction rénale par les effets de l'activation neuro-hormonale et l'augmentation de la pression veineuse et de l'hypoperfusion, c'est ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal. Donc les glyphosines, comme nous l'avons vu, sont contre-indiquées si la clairance de la créatinine est inférieure à 25. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et apparentés et les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes sont contre-indiqués en cas de clairance de la créatinine inférieure à 30. La dialyse permet de gérer la volémie par ultrafiltration lorsqu'il n'y a plus de diurèse résiduelle. Concernant la titration des traitements, il y a 3 cas de figure. Si la créatinine augmente de moins de 50% et que le DFG reste supérieur à 25, on peut majorer les traitements en surveillant avec un ionogramme sanguin toutes les semaines après la majoration. Si la créatinine augmente de plus de 50%, on ne peut pas titrer les traitements. Il faut penser à arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut vérifier la congestion pour savoir s'il est plutôt nécessaire de diminuer ou de monter les diurétiques. Si la créatinine augmente de plus de 100%, il faut réaliser une échographie rénale pour éliminer un obstacle avec un Doppler des artères rénales éventuellement. Et il faut arrêter tous les néphrotoxiques, dont les traitements cardioprotecteurs. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule et je vous laisse en compagnie du docteur Laura Foucault-Fouchard pour la dernière capsule qui traitera du suivi des patients insuffisants cardiaques par les pharmaciens.